Bon, donc bonjour, ça fait un bout de temps. Aujourd'hui, on va commencer les gaz réels. Donc, on vient de décrire un gaz comme un ensemble de sphères dures qui interagissent seulement par des collisions infréquentes et parfaitement élastiques. On a décrit un gaz parfait comme un ensemble de sphères dures qui interagissent seulement par des collisions infréquentes et complètement élastiques. Bon, donc en particulier, c'est le modèle cinétique moléculaire. Et dans ce modèle, si on a deux sphères qui vont comme ça, disons, toute l'énergie de ce système vient des motions des particules. Il n'y a pas d'interaction entre eux. Donc, aucune attraction-répulsion. Bon, donc je vous dis directement maintenant, ce n'est pas le cas en réalité, cause que les molécules ont des attractions et des répulsions entre eux, et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, évidemment, les gaz réels ne sont pas parfaits. Ils seront distingués par leurs interactions intermoléculaires. Bon, donc, comme exemple, comme gaz parfait, on peut regarder trois gaz différents, disons H2, N2, puis H2O. Donc, trois gaz complètement différents. Au niveau du gaz parfait, qu'est-ce qui les distingue? Leur masse moléculaire, et c'est tout. Ils sont distingués, pardon. Mais en réalité, ce sont trois gaz très différents. C'est quoi le point d'ébullition de H2O? 100 degrés Celsius. En dessous de cette température-là, H2O est un liquide. Puis, par-dessus cette température, c'est un gaz qui interagit différemment que N2, qui est à un point d'ébullition beaucoup plus petit. Et H2 est un gaz à toute température à notre pression atmosphérique. Donc, trois gaz complètement différents en réalité, mais au niveau qu'on vient de les traiter, ils sont seulement distingués par leur masse molaire. Bon, donc, trois gaz réels complètement différents. Bon, donc, qu'est-ce qui va les distinguer? Leurs interactions intermoléculaires. Merci.
Donc, à cause que on ne compte pas pour les interactions intermoléculaires, un gaz parfait ne condensera jamais en liquide. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des interactions intermoléculaires pour coller les molécules ensemble un peu. Bon, donc, même si les gaz réels n'agissent pas comme les gaz parfaits, c'est un bon point de départ. C'est-à-dire que les effets les effets réels sont petits comparés avec les effets que vous avez vus des gaz parfaits en, en moyenne. Bon, donc, des conséquences, pression et volume sont encore en relation inverse. Les relations sont modifiées un peu, mais plus ou moins la relation parfaite. Puis ensuite, P et T sont en relation directe, V et T sont en relation directe, etc. Donc, les notions qualitatives qu'on a vues pour les gaz parfaits sont plus ou moins correctes, même pour les gaz réels. Bon, donc, le premier propriété qu'on va voir d'un gaz réel, c'est le point d'ébullition. Et à ce point-là, on a un changement de phase entre gaz et liquide, d'une manière ou d'une autre. Et une enthalpie de vaporisation en général, donc TB, B minuscule, on va avoir un TB majuscule plus tard, et enthalpie de vaporisation, delta vap H ou delta H vap, whatever, là, donne une bonne indication de l'importance des interactions intermoléculaires. Donc, TB et l'enthalpie de vaporisation donnent une indication ou mesure de l'importance des interactions. Puis, on peut dire en général, les espèces moins lourdes et moins polaires ont un TB moins élevé. Un TB, désolé. Bon, donc on peut regarder des exemples. Bon, donc comme gaz, on va faire un petit tableau. Donc, masse en grammes par mol, TB, puis... OK, donc plusieurs gaz.
hélium, hydrogène, azote, je veux vraiment dire nitrogène, azote, argon, CO2, puis éthanol. Bon, 4, 2, 28, 40, 44, 46. Donc, il y a plusieurs... OK, donc ça, c'est en Kelvin, puis ça, c'est en kilojoules par mole. Ne mémorisez pas les données. OK. CO2 ne forme pas un liquide à notre pression atmosphérique. Ça fait un solide. Toutefois, on a mis un point d'ébullition. Puis, le delta vap H, c'est un delta H de sublimation. C'est juste un... point particulier. Bon, donc il y a des tendances ici qu'on va discuter. Hélium puis hydrogène ont un masse qui est vraiment similaire, mais hélium a un point d'ébullition très inférieur à hydrogène, qui est 20,4 et non 204. Pourquoi? Parce que H2 est plus polarisable que HE. Donc, mais TB pour HE est inférieur à TB pour H2, car... Donc, on va regarder ça un peu en plus de détails plus tard aujourd'hui. Parce que je n'ai pas défini ce que c'est la polarisabilité. C'est la même chose pour N2 et CO2. Disons pour argon et CO2. Ils ont pratiquement la même masse, mais argon est un sphère, CO2 c'est linéaire, puis plus polarisable qu'un sphère. Et puis éthanol a un dipôle permanent. Donc les interactions sont beaucoup plus fortes pour éthanol. Bon, donc on va voir ça aujourd'hui. La forme générale des interactions. Là, je vais faire un dessin. C'est la figure 1,13 dans Atkins, si vous suivez le livre. Si on regarde l'énergie du potentiel, versus la séparation entre deux molécules. Disons, donc on a une molécule A et une molécule B, séparées d'une distance R. C'est quoi l'énergie de l'interaction entre eux? Bon, donc il y a un point où c'est 0. Et pour un gaz parfait, c'est 0 à toute distance, à cause qu'il n'y a aucune interaction entre les molécules. Pour un système réel, il y a une région où c'est supérieur à 0, et je veux redessiner ça parce que c'est un peu plus abrupt que ça. Il y a une région où c'est supérieur à 0. Troisième fois. Comme ça.
Ensuite, il y a un minimum. Puis, je ne suis pas doué comme artiste. Ah. Bon, donc il y a un minimum. Ensuite, à longue distance, ça tend vers 0. Bon, donc, dans cette région-là, où c'est supérieur à 0, on a répulsion. Donc, une énergie d'interaction entre deux choses qui est positive veut dire une répulsion. À courte distance, puis à longue distance, donc à très longue distance, on a énergie d'interaction qui est plus ou moins 0, parce qu'à longue distance entre les molécules, il n'y a aucun effet entre eux, donc l'interaction tend vers 0. Puis dans cette région ici, on a attraction. Donc la plupart des interactions entre les molécules sont attractives. À très courte distance, c'est répulsif à cause que la matière ne peut pas superimposer. Donc on ne peut pas mettre molécule A par-dessus molécule B. Donc, à très courte distance, c'est répulsif, mais pour la plupart des séparations, c'est attractif. Donc, on voit la répulsion. Puis les autres interactions sont attractives. Donc, on va regarder plusieurs formes d'interaction. Ce sont tous des manifestements de l'interaction coulombienne. Qu'est-ce que ça veut dire entre des charges? En principe, il y a des autres effets comme la gravitation et les effets nucléaires faibles et fortes, mais ils donnent presque 0. Donc, l'effet qui est dominant, ce sont des interactions de Coulomb. Donc, celle qui est la plus forte, c'est l'interaction entre ion et ion, disons ion positif et ion négatif. Les facteurs qui affectent cette interaction-là, c'est la charge des ions et une magnitude relative, donc environ, on va dire grand. Je ne vous donne même pas un chiffre. Les ions, on ne voit pas en phase gazeuse. Pourquoi? Parce que si on a deux ions, ils aiment vraiment se coller ensemble. Ce sont des choses qu'on voit dans des solides. Donc, pour des gaz, on ne voit pas ça. Pour des gaz à très haute température, peut-être, mais pour des gaz dans ce cours, on ne le voit pas. Ensuite, on a interaction ion-dipôle. Donc, un ion, c'est toujours chargé. Un dipôle, c'est une molécule où il y a une région qui est plus positive que l'autre. Et là, on aura, et dans ce cas, on aura que le négatif va s'aligner avec la charge positive de l'ion. Donc, dipôle permanent. Donc, un côté d'une molécule qui est plus négatif que l'autre, toujours. Là, les facteurs qui l'affectent sont charge d'ion et le moment dipolaire. Donc, si c'est un dipôle faible, l'effet est plus petit. Si c'est un dipôle très fort,
l'effet est plus grand. Et là, on a magnitude de en kilojoules par mol. Ce ne sont pas des chiffres en béton, c'est juste un chiffre comme ça. Ensuite, on a des interactions entre deux dipôles permanents. Et les facteurs qui affectent ça sont les moments dipolaires. Puis c'est plus petit. Bon, donc après ça, on a un dipôle induit. Donc, un dipôle, c'est permanent. Ensuite, on a une molécule qui est symétrique, qui peut se déformer pour qu'on ait un dipôle qui change avec le temps. Donc, on appelle ça un dipôle induit. En anglais, induced dipole. Donc, l'effet, c'est, disons qu'on met une charge très négative là. La densité électronique de cette molécule va réarranger pour stabiliser la charge. Comment est-ce qu'il fait ça? Il va changer la densité électronique pour qu'il y ait plus de densité électronique là que là. Donc, qu'est-ce qui va affecter ça? La symétrie du molécule, puis la polarisabilité, qui est l'aptitude de former un dipôle induit. Quelque chose comme H2 est plus polarisable que He. CO2 est plus polarisable que argon parce que CO2 est linéaire, puis un changement de densité, c'est beaucoup plus facile pour CO2 que pour argon. Donc, pour des choses moins symétriques, ils sont plus polarisables. Donc, les effets, les facteurs pour ça sont moment dipolaire, et la polarisabilité. OK, et ça, c'est petit. Et le dernier, c'est dipôle induit, dipôle induit. Ça, ce sont des effets faibles. Puis on peut nettoyer un peu. Et là, on a deux choses symétriques qui vont former des dipôles temporaires à cause des inhomogénéités de charge dans l'environnement. Et là, les seuls effets sont les polarisabilités. Et là, ces effets sont encore plus faibles. Disons. Bon, donc, j'ai dit déjà, ça, les interactions ion-ion se trouvent dans les solides. Ion-dipôle, c'est plutôt la solvatation. Donc, par exemple, H2O, un dipôle permanent, va stabiliser des charges des cations en solution. Les effets les plus forts pour les gaz sont dipôle-dipôle. Et là, c'est comme H2O gazeux ou C2H5OH, par exemple, qu'on a déjà vu. Dipôle induit, ça se trouve pour des choses qui sont des mélanges gazeux. Puis dipôle induit, c'est les effets comme He, N2, CO2, etc. Bien entendu, les gaz pour lesquels l'interaction la plus forte, c'est dipôle induit, sont beaucoup plus proches à un gaz parfait que des gaz qui sont dominés par dipôle comme H2O.
Bon, ici, l'énergie est proportionnelle à 1 sur R. Et pour dipôle induit, c'est 1 sur R puissance 6. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? 1 sur R puissance 6 tend vers 0 beaucoup plus rapidement que 1 sur R. Donc, les interactions dipôle induit sont de courte distance comparées à ion-ion. Donc, je vais écrire ça. Tend vers 0 rapidement. Tend vers... Donc, à longue distance, 1 sur R devient 0 éventuellement, mais beaucoup plus lentement que 1 sur R puissance 6. Bon, donc les interactions ici sont beaucoup plus fortes que les interactions dans cette direction. Bon, donc il y a des noms. Les interactions dipôle induit sont... Parfois, on dit dispersion. Je ne sais pas si on dit ça en français. En anglais, on dit dispersion. Interaction London ou Van der Waals. Ces trois choses vont dire des choses précises, parfois et parfois non. En effet, ce sont des effets dipôle induit. Bon, donc... On va discuter celles qui sont les plus importantes. Les interactions dominantes pour les gaz sont dipôle-dipôle. Puis là, j'ai deux exemples. Br2. Donc, Br2, c'est une molécule symétrique, n'a pas de dipôle permanent. Là, ICL, ça fait longtemps que j'ai pris mon chimie 1 et je l'ai pris en anglais. Donc, je ne vais pas essayer de nommer cette molécule-là. Donc, ils ont un masse qui est vraiment similaire, mais le point d'ébullition des deux est différent et très différent. Pourquoi? Parce que Br2 est symétrique, donc pas de dipôle permanent versus ICL. Cl, c'est plus électronégatif, donc cette région-là est plus négative que l'iode, donc on a un dipôle permanent. À cause de ça, les interactions pour ICL sont plus fortes que pour BR-BR. Le résultat, c'est que le point d'ébullition est plus haut pour ICL que pour BR-BR, même si les molécules sont similaires en termes de masse et de taille, disons. Donc, les molécules... Donc, en particulier, H2O. H2O est une substance très bizarre qu'on va revoir plusieurs fois, à un point d'ébullition à 100 degrés Celsius. Puis, C2H5OH, éthanol, un dipôle permanent, et donc un Tb qui est élevé aussi. Bon, dipôles induits.
Donc, même si une molécule est symétrique, comme BR-BR, on peut induire un dipôle avec un ion ou autre dipôle. Donc, disons qu'on regarde N2 en interaction avec H2O. Ça, c'est juste schématique. On ne verra pas ça vraiment en réalité. Donc là, on a N2. N2 est symétrique, donc il n'y a pas de dipôle. H2O, par contre, a un dipôle. Là, on a beaucoup. Cette région ici est beaucoup plus négative que ces régions-là. Donc, on a un moment dipolaire là. La présence de ce dipôle va induire un dipôle sur l'azote. Donc, ce dipôle-là va pousser la densité électronique, et je vais faire en couleur différente pour que ça soit peut-être plus clair. Donc, la présence de ce dipôle-là va pousser la densité électronique comme ça. Donc, ici, on aura plus de densité électronique, et là, on aura moins de densité électronique dans le dipôle induit par la présence de l'oxygène. Et ça peut arriver entre deux molécules exactement les mêmes. Donc, iode, puis iode. Donc là, on a un arrangement complètement symétrique. Donc, dans cette instance, il n'y a aucun dipôle, etc. Mais disons qu'il y a une petite perturbation pour que cette région devienne plus électronégative que cette région-là. Ça va induire le même effet dans l'autre. Et donc, là, on aura un dipôle induit et un dipôle induit. Ah, pardon. Donc, ces interactions sont faibles, mais ils sont plus forts pour des gros molécules. Pourquoi? Parce que la densité électronique est plus lisse et donc peut changer plus facilement. Donc, ils sont plus larges pour des grandes molécules. Et celles qui sont facilement polarisables. Donc, qu'est-ce que je veux dire par polarisable? En équilibre, ils ne sont pas polaires, donc ils sont symétriques, mais un petit changement de l'arrangement électronique autour d'elles cause un dipôle. Et donc, dans ce cas, on dit qu'ils sont plus polarisables. Okay, là, c'est un récissement, on utilise un Z. Ça, ce sont des interactions à très courte distance. Bon, donc, ça, ce sont les interactions. La prochaine fois, on va faire des définitions et on sera un peu plus précis avec les équations. Donc, à la prochaine.